Elle est donc la femme des grands. Et peut passer de main en main, protégée par des mains puissantes. Elle a détruit la vie d'un jeune. Brian Fombor, j'avais déjà donné quelques éléments. Et au moment où elle est accusée en coaction, Ivane Somba est en toute liberté pendant que les gens qu'elle a recrutés sont en prison. J'ai parlé de cette situation souvent seule. Et depuis 3 ans, la justice marque le pas sur place. Laurent Esso bloque tout. Parce que défendant les intérêts des hommes qui, comme lui, se retrouvent justement dans cette vidéo de striptease, que dis-je, de sextape, avec la Wolgos internationale, Ivana et Somba Bijanfombor. Je voudrais passer la parole encore à un membre de la famille. C'est des pleurs. Et surtout, vous allez vous rendre compte que tous les éléments sont là. Qui accablent et qui présentent Ivana et Somba Bijan comme chef de gang. Bien évidemment, pour ceux qui sont sur Facebook, faites attention parce qu'ils attaquent souvent quand on parle d'eux. C'est là où ils sont forts. Je vais vous faire écouter certainement un témoignage, un entretien que j'ai eu avec un membre de la famille. Vous allez mieux comprendre encore comment cet assassinat d'une rare violence s'est déroulé. Vous allez m'excuser, je vais me lever. Bon, allez, déclenche. Témoignage va arriver. Mais il semblerait que Ivana et Somba étaient avec lui et que c'est elle qui aurait aussi contacté la famille. Alors, pouvez-vous nous confirmer que Brian Fombor entretenait une relation amoureuse avec Ivana et Somba? Nous dirons d'emblée que les deux entretenaient une relation assez suivie. Elle-même l'a avoué au tribunal, même comme elle a essayé de mettre quelque peu de bémol en soulignant que c'est une relation qui s'était effritée parce qu'elle ne partageait pas les mêmes goûts que Brian. Mais de ses amis, des témoignages de ses amis, il ressort effectivement que les deux ont continué à entretenir des relations assez suivies. Et il y a plusieurs reprises même, on sait, avec preuve à l'appui, que Brian a volé à son secours. On se rappelle par exemple, et même l'a avoué, quand elle avait fait l'accident. Les images sont statiques. Brian était là. Il y a plusieurs autres occasions. Brian a toujours été là, même pendant et même après la naissance de son enfant. Donc, c'était une relation d'amitié, une relation assez suivi. Maintenant, vous savez, on ne peut pas entrer dans l'intimité de deux personnes, mais il est clair que les deux se fréquentaient, et très bien. La période de la Covid
est venue quelque peu séparer ou créer une sorte de distance entre les deux. Et d'ailleurs, elle-même le dit, ils sortaient de la période de Covid quand les deux ont continué à s'appeler au point où, jusqu'au jour fatidique, c'est elle qui appelle Brian d'abord dans la journée en soulignant qu'elle souhaiterait le rencontrer pour discuter. Et jusqu'à tard dans la soirée, quand Brian était avec ses amis, c'est toujours elle qui a insisté, martelé. Et Brian a passé le temps à lui dire, ok, je suis encore avec des amis, mais dès que je finis, je vais passer te voir. Elle a rappelé Brian à plusieurs reprises jusqu'à ce que Brian soit arrivé. Et la suite, on la connaît. Non, ce sont des éléments que nous n'avons pas. On n'était pas dans le secret de l'instruction, on n'a pas eu accès aux détails des différents procès verbaux d'audition, mais au cours des audiences, elle n'est pas revenue sur la teneur de leur conversation. Elle a souligné avec beaucoup d'intérêt que les deux se sont retrouvés et ont commencé à discuter. Elle n'a pas dit de quoi ils discutaient, exactement pourquoi ils voulaient se rencontrer, pourquoi elle tenait à rencontrer Brian. Elle n'est pas entrée dans ce détail malgré l'insistance de l'avocat, de la famille et donc des ayants droit de Brian. On a tout fait, mais elle n'est pas entrée dans les détails. On se rappelle d'ailleurs que le président du tribunal, M. Kana, le président de la collégialité, M. Kana, lui a posé une question directe. Comment était Brian ce jour? Est-ce qu'il était sourd? Est-ce qu'il était lucide? Comment il était? Il a dit qu'elle ne savait pas. Est-ce que ce dernier sentait l'odeur de l'alcool? Elle a dit qu'elle ne savait pas parce que Brian sentait toujours bon, sa voiture sentait bon. Donc, elle ne peut pas savoir si Brian avait bu ou pas bu. Donc, mais pour elle, Brian était assez lucide ce jour-là. Donc, mais elle n'est pas rentrée dans les détails de leur discussion. Elle a seulement dit que les deux devaient se rencontrer pour parler de leurs choses. Et comme je l'ai dit avec insistance, les deux se fréquentaient très bien parce que même la maman de Brian, Esther, connaissait très bien Ivana. Et à plusieurs reprises, elle a eu à discuter avec Ivana, à prodiguer des conseils à Ivana comme sa fille. Donc Ivana était comme un enfant de la famille. Parce que c'était la petite amie à Brian. Donc, on ne sait pas ce qui s'est exactement passé pour qu'on arrive à ce niveau, ou pour on nie par la suite que les deux ne se fréquentaient pas. Non, les deux se fréquentaient très bien et il y a assez de témoignages pour le démontrer. Donc, mais par rapport au fait qu'ils se sont rencontrés parce qu'elle devait lui donner de l'argent, elle n'en a jamais parlé. Pendant les audiences au tribunal. Donc, on ne peut pas le dire avec certitude, mais toujours est-il que c'est elle qui a appelé Brian en premier lieu. Les relevés téléphoniques sont là pour le démontrer. C'est elle qui a passé le temps à insister pour rencontrer Brian, alors que Brian avait d'autres chats à fouetter, il était avec des amis. Donc, pourquoi elle insistait? C'est la question que nous nous posons tous. Par rapport à la troisième question, selon les informations que nous avons et selon les images que nous avons eu à parcourir, il faut dire que ce qui s'est passé avant, l'avocate l'a démontré, que tout n'est pas parti de chez Ivana Essoumba, que tout n'est pas parti du carrefour Sendai, comme les témoins et comme Ivana Essoumba tentent de le démontrer. Elle est revenue sur les pylônes, sur les appels émis, et sur ce qui a exactement été fait ce jour. Et tout le monde sait, au regard des informations que l'avocate a pu bien mettre à la disposition des uns et des autres, que Ivana Essoumba était totalement incohérente lors de ces différentes dépositions. Parce que lors de ces dépositions, auprès des enquêteurs, elle a souligné que les deux se sont vus, il était sensiblement 22h30. Elle est revenue dans un autre témoignage en parlant de 23h30. Après, elle est revenue en disant 23h moins. Mais la réalité, c'est que le premier coup de fil de la nuit que Brian reçoit de Ivana Essoumba tourne autour de minuit
26 ou 27 minutes. On n'a pas les détails là, mais c'est à peu près à cette heure. Donc, une fois que Brian arrive, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais selon les images des caméras de surveillance, notamment les images du dôme, on se rend compte que Brian entre dans la zone couverte par les caméras de surveillance à minuit 56 minutes 13 secondes. À minuit 56 minutes 40 secondes, sa voiture s'immobilise. Alors, mais les gens disent que les avocats de Ivan Essomba disent que la voiture traînait une moto. Mais non, c'est très faux. La voiture n'a jamais traîné deux motos parce qu'une voiture ne peut pas traîner une moto et arriver au niveau du terre-plein. Elle cogne le terre-plein, elle rentre avant de revenir s'immobiliser. Donc, la voiture de Brian arrive effectivement à minuit 56 minutes 13 secondes. Elle cogne le terre-plein à minuit 56 minutes 14 secondes. Elle rentre une seconde et revient s'immobiliser au niveau du terre-plein après quelques secousses à minuit 56 minutes 40 secondes. Voilà les détails. Alors imaginez, quand on ne peut pas mettre un objet comme une voiture comme la tête de cochon, qu'on l'appelle de manière triviale, ne peut pas traîner une moto sur une aussi longue distance et être capable de bouger. Vous savez, quand on met un obstacle, quand une voiture s'arrête déjà et qu'il y a un obstacle, elle ne peut plus bouger. Mais si vous regardez les images, vous allez vous rendre compte que la voiture a cogné le terre-plein parce qu'il y avait un petit terre-plein au carrefour. Il y a un petit terre-plein au carrefour Texaco Omnisport. Et quand la voiture cogne ce terre-plein, elle rentre légèrement avant de revenir s'immobiliser, ce qui démontre que la voiture n'avait aucun obstacle devant elle. Autre chose, c'est que on voit dans ces images Brian sortir on ne voit pas Brian sortir directement de la voiture parce que les caméras de surveillance se bougent. Mais on revoit Brian en train de traverser, parce qu'il y a deux kiosques au carrefour Texaco Omnisport, deux kiosques comme des kiosques de cigarettes, mais installés par la communauté urbaine ou par la mairie de la ville. Il traverse le premier, quand il contourne pour passer par derrière le premier poste, c'est là où on a, parce que quand on regarde les images, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un qui contourne le kiosque pour venir l'attendre. Ça veut dire qu'on savait effectivement qu'il allait sortir du véhicule parce que le véhicule s'est immobilisé. Quelqu'un est venu l'attendre au niveau du premier kiosque avec un couteau. Alors quand Brian contourne, il ne sait pas que quelqu'un l'attend, qui a l'embuscade juste au premier kiosque. Donc quand il sort de là, il est poignardé la première fois par cet individu. Une fois le forfait commis, il contourne et il disparaît dans la foule. Brian continue donc, parce qu'il était assez fort, il essaye de s'enfuir, il fait quelques mètres, malheureusement il s'écroule, et c'est à ce niveau justement, et le juge, M. Kana, l'a reprécisé, on a rediffusé cet endroit-là, Brian s'écroule et ces individus sans foi ni loi reviennent donc le poignarder sur le dos, l'autre prend même un caillou et le vise. Entre-temps, on ne voit Ivan Essomba nulle part. C'est une fois le forfait commis qu'on finit par voir qu'on finit par voir Ivana Essomba dans les images. Donc, voilà ce qui s'est exactement passé. Et elle-même, au cours de son audition, ses avocats ont fourni une clé dans laquelle elle démontre qu'elle était dans la scène de crime. Mais contrairement à ce qu'elle dit elle-même, qu'elle avait été agressée, son téléphone, elle s'est débattue pour qu'on n'arrache pas son téléphone, et au cours de ces bagarres-là, elle a cassé un ongle. Ce qui est faux. Dans les images, vous voyez bien qu'elle n'est aucunement agressée. Elle discute même avec les gens sur la scène de crime. C'est comme si c'est elle qui donne même des ordres. Elle discute avec le vigile. Vous allez voir un monsieur avec un haut gris, avec un haut gris, capuchon, avec un pantalon jaune qui fait référence au vigile. Donc elle discute avec ce monsieur-là sans aucun problème. Et c'est ce monsieur, après avoir discuté avec elle, qui descend
voir le corps de Brian. Elle ne s'est pas approchée du corps de Brian, alors que le corps de Brian, elle a dit dans sa déposition au parquet, qu'elle ne savait même pas que Brian est mort, et qu'elle a appris que Brian est mort une fois dans la voiture qui l'amenait chercher les secours, ce qui est archi faux. Sur la scène du crime, là où la voiture de Brian se trouvait et là où elle-même se trouvait, d'après les images que nous avons vues, le corps de Brian était à quelques 10 mètres seulement, donc elle voyait bien Brian. Elle a discuté avec des gens qui sont allés voir le corps de Brian et qui sont revenus lui rendre compte, et on la voit effectivement quitter la scène de crime en toute tranquillité, sans qu'elle ne soit aucunement agressée, sans aucun problème. Donc, en réalité, elle sait exactement ce qui s'est passé ce jour. Nous le disons avec certitude, ces individus qui ont été arrêtés ne l'ont pas été au hasard. Les enquêteurs ont travaillé. Ils ont travaillé depuis l'assassinat de notre fils, notre frère, dans la nuit du 4 au 5 juin 2020. Et la preuve, ils ont été définitivement mis sous mandat de dépôt plus d'un mois et quelques jours, donc vers le 10 juillet, donc après près de mois d'enquête. Il se trouve justement que les informations que nous avons et que nous avons entendues au cours de ces différentes audiences démontraient même par le procureur dans le ministère public et l'avocat des ayants droit nous ont laissé effectivement comprendre qu'il y avait des complicités et que ces gens se connaissaient. Il y a l'un, le propriétaire de la moto, qui était d'ailleurs propriétaire d'une moto que nous imaginons volée, parce que lui-même a précisé que c'était une moto qui était composée de plusieurs autres pièces. Le châssis appartenait à une personne, le réservoir lui appartenait, et le reste. Donc, c'était une moto rassemblée à la suite de plusieurs. Est-ce que c'était, vous savez, généralement, quand on voit des motos, on a des pièces, on prend une pièce ici, on prend une pièce là-bas pour en faire d'autres motos. Donc, c'était clair que c'était une moto volée. Autre chose, donc, c'était certainement des pièces rassemblées de motos volées. Autre chose, c'est que le propriétaire de la moto et un autre et deux autres habitaient dans la même maison, ce qui fait 3 personnes. Je n'ai pas les noms en tête, malheureusement, mais il y a 3 personnes qui habitaient dans une maison que les enquêteurs ont même qualifiée de maison quasi abandonnée. Il y a un qui dit qu'il faisait dans la viande et que généralement dans la nuit, en journée, il faisait ses autres activités. La nuit, il se transformait en vendeur de viande et il faisait le tour de la ville auprès de ces différents points où ces gars se chargeaient de revendre la viande. Qui était là ce jour? Curieusement, au même endroit, au même moment où Brian était pris en chasse, au moment où Brian a été tué. Il y avait un autre, toujours dans la même maison, qui était un agent d'entretien au camp Sikh. Alors, c'est même ce dernier, malheureusement, il est décédé en prison. C'est lui qu'on a retrouvé sur la scène de crime en train, disent-ils, en train de s'efforcer à retirer la moto. Voilà quelqu'un qui n'avait ni moto, qui était un agent d'entretien, mais qui s'est retrouvé quand même à plus de minute 30, à presque 1h du matin, dehors, sur les lieux du crime, sans qu'on ne sache comment il a fait pour être là. Donc, il est clair qu'il y a eu nécessairement une concertation, parce que les 3 personnes qui habitaient dans la même maison puisaient de l'eau, d'après ce qu'on a appris des différents témoignages, puisaient de l'eau au camp Sikh. Alors, quel est le rapport avec le camp Sikh? Le gardien qui a été inculpé également était le gardien de ce camp Sikh là. C'était un gardien qui travaillait au camp Sikh, là où les 3 gars précédemment cités puisaient de l'eau. Et ce même gardien-là, en question, était le voisin de Ivana Yesumba. C'est ce voisin-là que tout le monde dans le quartier appelait commando. Selon nos informations, le gardien
du camp où se trouvait Evana Esumba, des appartements où se trouvait Evana Esumba, le connaissait très bien. Et tout le monde l'appelait commando au quartier. Même comme Evana Esumba dit qu'elle ne le connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu. Mais tout le monde dans le quartier le connaissait sous le nom de commando. D'ailleurs, ce dernier s'est même retracté dans son témoignage parce que lors de ses dépositions, pendant la période d'enquête, il avait dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que quand on l'a déposé en bas, non loin de la maison de Evana Esumba, il est entré directement chez lui. Comme sa maison était loin derrière, il allait derrière, il ne sait plus ce qui s'est passé. Mais curieusement, au cours des auditions au parquet, il est revenu sur sa déposition en disant qu'il avait plutôt été menacé. Voilà pourquoi il avait eu à dire ça. Par contre, il était ressorti quand il a entendu le monsieur qu'il a déposé en moto crier ma moto, ma moto. Il est ressorti pour lui dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Il lui a expliqué. Les deux sont remontés pour aller suivre la moto. C'est comme ça qu'ils empruntent notre moto pour essayer de les traquer. Malheureusement, donc ouais, il y a déjà un problème de faux témoignage à ce niveau. Et quand on regarde tout ça là, voilà au moins 5 personnes qui se connaissaient. 3 habitaient dans la même maison. Une était le gardien, là où les 3 personnes puisaient de l'eau, et ils se connaissaient bien là-bas. Et là où le monsieur, le vigile en question, était le voisin direct de Evana Esumba. Donc voilà une preuve que 5 personnes au moins se connaissaient dans cette affaire. Comment les 3 autres ont été impliqués, on n'en sait pas grand-chose. Les avocats ont essayé de nous démontrer comment peut-être ils ont été contactés par... Vous allez retrouver l'intégralité de cet entretien qui fait très mal sur la chaîne YouTube Jipon Adingon. Mesdames et messieurs, vous voyez, nos juges prennent des enfants pour un téléphone, sans preuve, comme je viens de le démontrer, les mettent en prison. Voilà Evana qui est dehors, avec Kapikoro. Que certains continuent à applaudir. Que oui, il a le talent, il a ceci, vraiment, il sait mettre la petite veste et tout et tout. Là, avec sa petite tête de Kalao là. Ce monsieur est un assassin. Voilà une femme que vous dites qu'elle est belle, qui a les mains de sang et qui est dehors. Et le pire, c'est qu'ils se retrouvent dans plusieurs crimes. Comme celui de Martinez Zogo. Ils sont là, ils se pavanent. Est-ce que vous savez que ne serait-ce que pour l'assassinat de Martinez Zogo, Daffy Duck que vous voyez là, ce monsieur-ci, ce monsieur, cet omelet, c'est pas le toquet. Vous ne pouvez pas vous rendre quel rôle est-ce qu'il a joué, qu'il a joué. Et il se retrouve dehors. Dans la première mouture de la commission mixte qui a été faite par le président de la République, le 27 janvier, on trouve que il y a des éléments incroyables. Les membres du commando recevaient de l'argent via Orange Money, Momo, Dapiko. On retrouve des messages où ils disaient déjà ce qu'ils vont faire à Martinez Zogo. Tout ça est consigné.
dans l'enquête. Et vous savez, après l'avoir entendu, la commission a décidé qu'il devrait aller se reposer à Kondengi pour complicité d'assassinat par financement. Est-ce que vous savez que dans les enquêtes, il est démontré que Apikoro de Vidocq, qu'il a payé des gens en France pour me tuer. Mon nom est au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est arrivé jusqu'ici en France. Puisque je vous avais dit qu'il y a des individus qui m'avaient suivi. Et du coup, les services secrets français ont décidé d'ouvrir une enquête. La police, et puis, me donner une protection. Ils en sont arrivés à la même conclusion. Apikoro. Comment vous voulez donc me dire, je dis que vous serez surpris, que dans la première mouture qui a été faite, Apikoro est impliqué, je dis bien qu'il a accusé de complicité d'assassinat de Martinez Zogo par financement. Est-ce que vous savez que il a été mis en liberté malgré tout par un juge corrompu et un procureur, un commissaire du gouvernement. Prosper machin, voilà. Je n'ai même plus entendu parler son nom. Mais il faut quand même retenir son nom. Oyonebessa. C'est un vendu. Il faut retenir Belinga Serlan. Est-ce que vous savez que dans la mouture, il apparaît clairement que le père de Mélissa, c'est-à-dire le colonel Nsoué, qu'il donnait même des conseils et a recruté certains membres du commando, comme je disais déjà, et a travaillé en collaboration avec Danoué. Comment se peut-il que Apikoro soit dehors? On vous dit que les gens, que portable, machin, avocat, tu mangue, machin, compte soupçonne, allez, tu es dedans là. Les autres sont sortis. Est-ce que vous savez que, en dehors de ce qu'on est en train de dire là, on n'a jamais, la commission mixte n'a jamais dit que complicité par, torture par aide. Les hommes là, c'était, on ne parlait que d'assassinat. D'où vient la torture? Assassinat. Puisqu'il est bel et bien prouvé que non seulement il payait, il donnait, il a eu à fonctionner avec Danoué. Il y avait tous les autres depuis octobre 2022. Mais surtout, c'est inquiétant. Comme je vous disais que ce procès-là, quand vous les voyez là, ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que vous savez que la commission mixte avait demandé que les hommes-là soient inculpés également pour atteinte à la sécurité de l'État? Dans le dossier, actuellement, ça a disparu. Est-ce que vous savez que la déposition de Danoué, que Reporters sans frontières avait également pris, pour donner ce qui s'était passé
Et là-dedans, le premier nom qui apparaît, c'est bien sûr Laurent Esso. C'est d'abord Moutavé, le pôle. Puis il y a Laurent Esso. Ça a disparu. Ça a disparu. Donc le juge d'instruction n'a plus ça. Le nouveau juge d'instruction n'a plus ça. Mais est-ce que cela va enlever ce que vous tous vous savez et ce que vous ne savez pas? C'est le dernier coup porté à Martinez. Quand on a coupé son oreille, celui qui coupe son oreille, c'est l'adjudant-chef Adjoda. C'est lui qui a coupé l'oreille gauche de Martinez. Martinez, il a pris ses dernières forces. Il a raclé. Dès que le gars est tombé, 2 pieds en l'air, c'est là où il a pris la barre de fer. Boum! Sur Martinez. Ça a pris ce côté. Pendant que les pieds de Martinez faisaient comme ça, il a pris la barre de fer pour enfoncer par derrière. Je vous fais comprendre que malgré tout, ils ont même non seulement cassé ses chevilles, enlevé la peau qui est sous les pieds. Et en fin de compte, on vous dit, torture par aide. L'adjudant Adjoda, c'est lui qui a porté le dernier coup. Vous qui êtes avec lui là-bas à Kondengui, demandez-lui ce que Martinez lui a fait pour autant de haine, pour autant de violence. Parce que je vous ai dit qu'il a subi toutes sortes d'humiliations que je n'ai même pas le courage de vous décrire. Et on vous fait comprendre que et tout le souhait est dehors. On vous fait comprendre que Apikoro, qui envoyait de l'argent, faisait les plans, validait tout avec son patron, qu'il est dehors. Et certains voulaient vous faire croire que vraiment, après un mois, on n'a rien trouvé. Apikoro est innocent, il est vraiment blanc. C'est un gars, ils sont très innocents, et il ne peut même pas faire de mal à une mouche. Monsieur le juge d'instruction, une fois de plus, je sais que vous êtes au courant, vous avez le dossier. Si je l'ai, cela veut dire que vous l'avez. C'est vrai que vous n'avez plus certains éléments que moi j'ai. Et que j'ai décrit. Demandez-les. Ou bien demandez une thermocopie à la présidence de la République. Et il y a des éléments qui manquent dans ces déclarations, dans ces dépositions. C'était pour alléger, pour que la bande de criminels là puisse être dehors. Mais regardez ce pourquoi on a libéré et tout le suit. Ce pourquoi on a libéré Apikoro, qui était déjà habitué à tuer. Voilà encore un exemple. Brian Fombor, où il était chef d'orchestre à distance et a impliqué sa femme
Qui subitement, on a commencé à dire non, vraiment, on s'aimait depuis 2 ans, et que vous avez entendu le témoignage. C'est avec des éléments concrets. On attend le jugement. Faites quoi, faites quoi. On vous attend au tournant. C'est là où peut-être on va commencer aussi à vous chasser, vous les juges là. D'ailleurs, je vais aussi indiquer vos maisons. Je vais indiquer vos maisons. Vous avez pris beaucoup de millions, non? Vous dites que c'est ce qui vous commande, non? Vous avez dit que Ivan ne sera pas condamné, non? J'attends. J'attends. Je connais déjà votre position. Je connais ce que vous avez commencé à dire que vous allez rédiger. J'attends. Le sang de Martinez va tous vous emporter. Juge, toi qui as enlevé ces éléments, enquêteur, toi qui as falsifié ces dossiers, commissaire du gouvernement, toi qui as mangé de l'argent, vous serez traduit. Tôt ou tard, vous-même devant